Bonjour à vous tous et toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde sur un sujet qui nous touche absolument tous, le patrimoine dans vos municipalités. Dans le contexte de la nouvelle loi 69, c'est vraiment important d'en discuter, de voir ce qu'on peut faire et surtout faire mieux. Depuis le début de la pandémie, les Québécois, et je m'inclus, se sont promenés beaucoup à travers le Québec. On est touchés, on est impressionnés par la beauté des trésors patrimoniaux qu'on peut voir sur les routes, dans les villages, dans nos villes. Mais c'est pas simple de s'occuper de préserver ces trésors. Est-ce qu'on en a les moyens? Comment les trouver, ces moyens? Avec moi pour parler de ce sujet essentiel, M. Marc-André Plante, maire de Terrebonne, une ville qui s'apprête à célébrer son 350e anniversaire dans pas très longtemps. Mme Claudine Déhomme, qui elle est professeure à l'École d'architecture de l'Université Montréal et impliquée, très impliquée auprès de divers organismes qui se préoccupent du patrimoine. Et M. Jean-Pierre Lessard, associé fondateur d'Avisio Conseil, qui en sait beaucoup sur ce qui se fait ici, mais ailleurs aussi, notamment en Europe. Bonjour à vous trois. Alors, avant de poser ma toute première question, je tiens à vous dire, chers participants, que vous pourrez poser vos questions écrites à la fin du panel. Je vais m'assurer de garder 10 minutes pour vous à la fin. Là-dessus, on y va et droit au but, vous allez voir. Première question, est-ce qu'on a les moyens financiers pour préserver notre patrimoine? Quels sont les plus gros défis? Où est-ce que ça bloque? Et je vais entendre M. le maire d'abord. M. Plante. Bien, merci beaucoup d'abord de me permettre de m'exprimer. D'abord, le dossier du patrimoine et de sa protection au Québec, je pense que c'est un enjeu qui grimpe dans les priorités des Québécois, de nos citoyens, aussi dans chacune de nos villes au Québec. Je pense que la première chose que la loi 69 est venue reconnaître là, récemment, c'est que c'est une responsabilité partagée, que le gouvernement du Québec, les municipalités, les propriétaires privés, puis j'ajouterais les citoyens, hein, ils font partie et ils sont partie intégrante de cette protection du patrimoine. Je vous dirais que dans les principaux défis qu'on a, c'est justement que chacun prenne sa place. Et donc, pour répondre à votre question, quant à est-ce qu'on protège, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on le protège, j'aurais tendance à dire que c'est oui et non. La première chose, c'est de dire oui, je pense que les Québécois, et on veut tous se doter des moyens. Malheureusement, actuellement, quand on regarde les ressources financières, par exemple, le gouvernement du Québec met plus de 50 millions dans des programmes en ce moment, juste à Terrebonne. Si on faisait l'inventaire des investissements qui seraient possibles, probablement qu'on prendrait une grande partie de cette enveloppe-là. Alors, juste pour on manque donc de ressources à l'heure actuelle. Oui. Madame Déhomme, qu'est-ce qui fait que ça bloque ou où sont les plus grands défis pour qu'on s'occupe mieux de notre patrimoine? Une très bonne question. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie que le patrimoine fasse partie du programme des assises et je pense que la loi, comme vous le mentionnez, fait en sorte que cette discussion a besoin d'être faite et plusieurs autres, sans doute. La question du panel, c'est est-ce qu'on a les moyens? J'ai plutôt le goût de répondre, est-ce qu'on a les moyens de ne pas préserver notre patrimoine? Une question. C'est une question d'ADN, c'est une question d'identité, c'est collective. Je pense que le patrimoine prend de plus en plus de place et on est de plus en plus collectivement sensible à son importance. Et je pense qu'on est aussi de plus en plus sensible au fait que le patrimoine, ce n'est pas que des vieilles pierres. C'est aussi des rues principales dans les villages et les villes. C'est aussi des paysages agricoles et ruraux. Il ne faut pas oublier notre territoire tel qu'on l'a constitué au fil du temps. Et ça, c'est notre legs. C'est important aussi de reconnaître que c'est un patrimoine. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout figer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien changer, mais je pense qu'il faut qu'on reconnaisse aussi des diverses formes de patrimoine. Ceci étant dit, je pense que le plus grand défi pour le financement du patrimoine, c'est un changement de perception. C'est de faire voir que le patrimoine n'est pas un frein au développement, mais a bien sa place dans le développement économique et peut être un levier pour ce développement économique. C'est plus une question de figer le patrimoine comme un objet d'art dans le musée, c'est bien de le faire vivre, de le recycler, de le réhabiliter, de le faire voir comme étant important au quotidien chez les citoyens et aussi auprès des promoteurs immobiliers comme un levier pour l'enrichissement et le développement et la qualité. Et nous donner envie d'en prendre soin. Tout à fait. D'en prendre vraiment soin. Monsieur Lessard, les défis, est-ce qu'on a les moyens? Où sont les défis et où ça bloquerait?
Bien, on a certains moyens maintenant, je dirais réglementaires, mais ce n'est pas suffisant. Puis aussi, ça dépend de plusieurs facteurs. Je dirais ça dépend de la nature de l'actif patrimonial, ça dépend de la quantité qu'on a aussi dans une municipalité, puis ça dépend de l'usage. Si on a une seule maison, un seul immeuble, normalement, une municipalité devrait avoir les moyens. Mais on a tendance à surestimer le rôle de l'impôt foncier là, dans la préservation du patrimoine quand on a un immeuble d'importance ou si on en a plusieurs. Là, pensez à certaines municipalités qui peuvent avoir 2, 3 églises qui sont majeures ou qui ont une valeur exceptionnelle. Bien, ça peut être compliqué. Les coûts d'entretien sont très, très élevés par rapport aux simples taxes foncières ou même penser à l'énergie qui peuvent être dans les 6 chiffres facilement en termes de coûts. Quant à l'usage, si c'est très commercial, souvent ça peut aller. Là. Pensons au Château Frontenac, qui n'a peut-être pas nécessairement besoin d'aide. On peut imaginer. J'aurais le goût de passer une petite ligne sur le pont de Québec, mais on va passer rapidement. Puis là, je suis désolé, je parle juste d'exemples de Québec qui sont dans ma cour arrière, mais le monastère des Augustines, qui utilise le patrimoine pour se mettre en valeur, pour avoir des activités patrimoniales. Puis même, si on regarde leur positionnement, je l'ai pris en note, ils appellent ça un havre patrimonial de culture. Alors, c'est fantastique, on réussit à mettre ça en valeur. C'est un peu un hôtel aussi. Exactement. On a utilisé cette identité-là pour faire une activité commerciale. Par contre, quand on arrive avec, puis c'est la nature de plein d'actifs patrimoniaux qui sont très décentralisés, de petits propriétaires, c'est là que ça se complique. Puis les défis, ils sont là. Il y a des risques financiers à soit être acquéreur ou commencer de la rénovation. Fait qu'il faut se mettre à leur place. C'est difficile de prévoir les travaux. En fait, ce qui est sûr d'arriver, c'est qu'il va y avoir des surprises. Souvent, ils vont regarder, bien, c'est quoi mon option? C'est d'avoir un édifice neuf, c'est plus facile à planifier. Puis les coûts, bien, peuvent être surprenants également. Et même tout le réseau financier, le secteur financier, bien souvent, c'est difficile d'aller chercher du financement parce qu'il y a de l'incertitude. Tout à fait. Puis on va revenir sur l'aspect financement dans quelques instants. Donc, il y a des défis réels qu'il faut avoir en tête. Justement, puis avant de parler de financement, j'aimerais vous entendre les trois, puis là, vous choisirez dans quel ordre vous voulez parler. L'élection municipale, évidemment, s'en vient très bientôt, en novembre. Est-ce que le patrimoine fera partie des enjeux électoraux? Et si un candidat proposait, je ne sais pas si je vais oser le dire, mais d'augmenter les impôts fonciers légèrement pour préserver le patrimoine, ça passerait ou ça passerait pas? Qui veut se lancer? Je pense que dans plusieurs municipalités, la protection du patrimoine, ça va être un enjeu électoral. On ne peut pas le dire pour l'ensemble des 1100 municipalités, mais dans une ville comme Terrebonne, c'est certain. Chez nous, dans notre ville, 609 bâtiments donc sont répertoriés. Tout près de 129 vont être cités dans les prochains mois. Donc, c'est tout un inventaire. Alors, c'est sûr et certain que cet enjeu-là va ressortir. Le financement va être là, va être un enjeu. Plusieurs de ces bâtiments sont de propriété privée. Et ça, je pense que ça va faire partie des enjeux. Comment les leviers publics vont aussi soutenir des propriétaires fonciers, ces propriétaires de bâtiments, qui sont parfois peut-être un couple. Ça peut être des retraités, des gens qui veulent entretenir leur bâtiment, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers. Vraiment, l'un des enjeux, l'un des grands défis, c'est le financement et l'imprévisibilité lorsqu'on veut entretenir et restaurer ces bâtiments. Et c'est là que les acteurs publics vont devoir s'associer pour mieux soutenir le secteur privé. Oui, tout à fait, parce que quand on ouvre un mur, vous en savez quelque chose, Madame Deshommes, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière et les rénovations peuvent coûter cher, on ne peut pas mettre n'importe quelle fenêtre et il y a certains propriétaires qui vont dire, bien moi je veux bien la rénover, mais je n'ai pas les moyens. Alors, est-ce que ça pourrait être une priorité en campagne électorale et comment faire pour que ça le devienne? Bien, je l'espère fondamentalement qu'on va continuer à parler de patrimoine au cours de la période des élections, parce que c'est important. Mais je pense aussi qu'un souhait que j'aimerais formuler, c'est que le patrimoine soit associé aussi à toutes ces mesures fiscales, économiques, de relance dont on entend beaucoup parler dans le cadre de ce temps de pandémie, de post-pandémie, oserais-je le dire. On entend beaucoup parler donc de relance verte. Et le patrimoine n'est pas étranger à cette relance économique. Ça fait partie de
de nos artères commerciales, ça fait partie de notre économie en termes d'indépendance économique dans la production, par exemple, des biens, des denrées alimentaires. Donc, je pense qu'il faut associer le cadre bâti et le territoire tel qu'on l'a aujourd'hui et sa conservation dans cette réflexion sur la relance économique qui va certainement, Monsieur le maire pourra me corriger, mais qui va certainement faire partie aussi du discours et des intérêts pour les élus. Ce serait quoi la meilleure façon que ça devienne une priorité en campagne électorale, M. Lessard? Là, c'est pas tellement mon expertise sur le côté politique ou médiatique, mais ce que je peux observer, c'est que... Mais comme être humain, comme citoyen. Ouais, il y a eu quelques histoires d'horreur quand même dans les dernières années, là, des actifs patrimoniaux qui avaient été délaissés. Je pense qu'il y a beaucoup de municipalités qui étaient un peu, qui n'avaient pas les outils réglementaires, là, où c'est une stratégie immobilière, des fois, d'acquérir ce genre de propriétés-là, puis de les laisser jusqu'à ce que ce soit dangereux, puis que ce soit le service d'incendie qui commande de s'en débarrasser. Ouais. Donc, ça va être protégé, ça va changer. Je pense que ça pourrait être remis dans le débat électoral dans plusieurs municipalités au Québec. Très bonne idée. Question numéro 2. Quel type de mesures ou d'incitatifs fiscal, on va arriver dans votre domaine, pour faire la différence, qu'est-ce qui pourrait être efficace comme système pour qu'on ait justement plus de marge de manœuvre pour notre patrimoine? Et justement, bien là, je commencerai par vous, M. Lessard, à partir de ce que vous avez pu observer ailleurs, en Europe notamment, quelles mesures fiscales ou financières feraient la différence ici? Bon, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y en a trop d'actifs. Déjà, chez vous, c'est impressionnant. Il y en a trop pour penser que le monde municipal, les gouvernements du Québec ou fédéral vont commencer à tout s'occuper de ça. Donc, il faut trouver un moyen qui va rejoindre tous les acteurs. On a une approche très subventionnaire ici, puis ça a le côté indésirable que c'est une enveloppe fermée. Puis même à l'intérieur de la municipalité, il y en a plusieurs qui offrent des programmes. C'est tout à leur honneur, mais c'est plafonné, puis à un moment donné, ça arrête les subventions. Je suis vraiment pas un fan des crédits d'impôt, normalement. Je trouve qu'on a abusé de ces outils-là au Québec. Mais dans ce cas-ci, je trouve qu'on a un champ d'intervention parfait pour vraiment utiliser ces crédits-là. Donc, ce qu'on voit dans certains pays, c'est qu'on peut déduire de nos impôts une partie des dépenses qu'on a faites qui sont destinées au patrimoine. En Allemagne, c'est 90 de la dépense. Donc, si on dépense 1 million de dollars, on peut déduire 900 000 pendant 10 ans sur nos impôts. Bon, pas 900 000 à chaque année, là, mais... Puis il y a même des loteries à certains endroits. Au Royaume-Uni, très bon point. Bon, encore là, plus Commonwealth, là, on est plus dans la subvention, mais au Royaume-Uni, ils ont le Heritage Lottery Fund qui a donné quasiment 14 milliards de dollars depuis 40 ans. Depuis 1995, pour environ 43 000 projets. Là. Fait que c'est 300 000 de subventions, mais encore subventionnaire. En France, 50 le crédit d'impôt, ça peut aller jusqu'à 100 Mais juste à côté de nous, on a du succès. Aux États-Unis, on a un crédit d'impôt de 20 à l'échelle fédérale. Des fois, les États rajoutent de 20-30 de plus. Et depuis 40 ans, dans le fond, chaque dollar en rapporte 5 en investissement. Ouais. Et en retour fiscal au gouvernement fédéral, ils reçoivent plus d'argent. Donc, c'est neutre fiscalement au pire. Et donc, c'est possible. Puis là-dessus, j'aimerais donner la parole à Mme Déhomme sur cet aspect-là, sur l'aspect incitatif, fiscal ou autre. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on n'a pas été très créatifs au Québec avec nos mesures de financement du patrimoine. On y va avec la subvention. Et je ne dis pas qu'il faut arrêter les subventions. Je pense qu'il y a quand même eu de belles réalisations, de belles sauvegardes avec ce mode-là. Mais je pense qu'il y a aussi lieu d'avoir un petit peu plus une plus grande variété, là, un spectre plus large de mesures, comme les crédits d'impôt. Les propriétaires de maisons, comme je le suis, savent que il y a eu le programme Rénov'Vert, par exemple, pour améliorer l'efficacité énergétique des maisons, et ça fonctionne avec des produits homologués. Pourquoi on n'aurait pas un programme qui s'apparente à ce genre de modus operandi où on aurait un intérêt pour la conservation du patrimoine?
On a déjà les standards au Canada et au Québec, des guides de bonnes pratiques, des façons de faire des interventions, pas juste de la restauration, mais aussi de la réhabilitation, du recyclage. On les a, les bonnes pratiques. On sait comment faire. On a des guides, pas des recettes, mais des guides. Alors, pourquoi on ne pourrait pas avoir des programmes qui recevraient des crédits d'impôt, où les propriétaires recevraient des crédits d'impôt pour permettre justement à des bâtiments de trouver un deuxième usage, encourager les deuxièmes usages et on aurait les balises pour juger d'une bonne intervention, d'une moins bonne intervention. Donc c'est juste des mesures, finalement, qui existent déjà. Je vais laisser la parole à M. Plante, mais j'en aurais d'autres aussi qui, je pense, sont aussi déjà présentes. Il s'agit de les associer au patrimoine. On va pouvoir les amener dans quelques minutes. Effectivement, je vais entendre M. Plante, moi aussi. Crédit d'impôt, subvention, loterie, qu'est-ce qui serait la meilleure façon? Bien, je pense que c'est un ensemble de mesures. Mais moi, le message que je souhaite partager à tous mes collègues du monde municipal, c'est qu'il faut absolument que la restauration, la préservation de notre patrimoine soit toujours plus avantageuse que la spéculation immobilière. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve où celui qui veut préserver le patrimoine se retrouve finalement à perdre, par exemple, à ne pas, que la destruction devienne plus avantageuse que la préservation du patrimoine. Quand on se retrouve avec des coûts excessivement élevés versus une reconstruction qui est beaucoup plus profitable, on ne peut pas laisser cette décision-là à des promoteurs, à des spéculateurs immobiliers. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut mettre en place, que ce soit des programmes de subvention ou par des mesures fiscales, il faut rendre ces mesures-là plus avantageuses que la spéculation immobilière. C'est ça le message qu'il faut envoyer. Il faut que ces bâtiments-là soient protégés et leur meilleure protection, c'est d'avoir des outils fiscaux et du soutien pour tous les promoteurs qui vont pouvoir préserver ce patrimoine québécois. Avez-vous l'impression d'avoir l'appui de votre population à Terrebonne dans cette optique-là? Autrement dit, est-ce qu'il y a certaines personnes qui préféreraient une belle tour à condo, tout neuf, etc., versus un endroit là, à préserver? Non, les citoyens d'emblée veulent protéger leur patrimoine. Puis je vous dirais que depuis la dernière année, les gens se sont appropriés de leur milieu, excusez-moi, et donc ils comprennent de plus en plus l'importance de leur environnement physique, et donc ils veulent absolument que ce patrimoine soit toujours présent et soit renforcé dans leur communauté, mais en même temps, ils veulent s'assurer que les outils vont permettre de le préserver à moyen et long terme. Et c'est ça l'enjeu, je pense, de débat et de discussion qui va devoir se faire, parce qu'on a beau avoir des lois, mais s'il n'y a pas des outils pour les accompagner, on va avoir beaucoup de difficultés à les faire respecter. Des outils puis des sous. Exact. On a quelques minutes pour échanger sur ce sujet-là qui est assez fascinant. Vous aviez quelque chose à rajouter, Claudine Déhomme? Oui, moi, je suis d'avis qu'il y a déjà des programmes qui existent qui pourraient être bonifiés pour attirer l'attention sur la réutilisation des bâtiments patrimoniaux. Lesquels, par exemple? Bien, il y a des programmes qui proviennent de différents ministères. Par exemple, pas plus tard qu'hier ou la semaine dernière, il y avait une annonce du ministère de l'Environnement au sujet de différents programmes et des partenaires qui seraient interpellés pour améliorer, bien entendu, les moyens pour lutter contre les changements climatiques. Et parmi ça, il y a la réutilisation des églises, des lieux de culte qui sont abandonnés. Et on dit souvent dans le milieu du patrimoine, le bâtiment le plus vert est celui qui est déjà construit. Alors, toute réutilisation de bâtiments existants sont déjà des mesures favorables. Ce n'est pas la seule mesure, mais favorable à la lutte contre le changement climatique. Si on pouvait bonifier cet exemple de programme avec une attention particulière sur le patrimoine, une prime pour les bâtiments qui sont déjà identifiés patrimoniales ou qui font partie des artères commerciales ou autres, il me semble que l'incitatif serait d'autant plus grand. Il y a des programmes qui aident les OBNL, les organismes communautaires à se mettre en place. Plusieurs de ces groupes-là vont chercher des bâtiments patrimoniaux.
le Chic Resto Pop à Montréal. Vos exemples sont québécois, les miens sont montréalais, mais il y en a d'autres aussi. Et ce sont des groupes qui, finalement, nous rendent service collectivement parce qu'ils réutilisent notre patrimoine. Et les programmes sont là, mais ce ne sont pas des programmes identifiés pour le patrimoine. Ouais. Puis c'est important d'en parler aussi parce qu'il y a des gens qui vont, dans certains endroits, sans se rendre trop compte que c'est peut-être patrimonial, que c'est... Tu sais, si ça n'a pas l'air d'un édifice qui a 300 ans, certaines personnes peuvent oublier que qui veut prendre la parole sur la suite des choses dans... Juste un peu de pouce sur ce qui vient d'être dit. Je pense aussi qu'il y a une disposition à être dans le monde municipal. Là. Il y a un exemple qui me vient en tête. Puis là, on va prendre un exemple dans le Bas-Saint-Laurent. Ça va être neutre. Mais ils ont recyclé un édifice patrimonial pour faire de l'agriculture verticale. Donc, ça sort du champ gauche, mais il fallait être quand même ouvert à cette innovation-là. On ne s'y attendait pas. Donc, il n'y a pas juste les sous, là. Il y a cette ouverture-là pour l'innovation, d'être dans les bonnes dispositions pour encadrer puis amener l'expertise, parce que dans plusieurs municipalités, ils ont cette expertise-là de bien utiliser les actifs patrimoniaux. Donc, de travailler en collaboration avec plein de leaders, c'est probablement une bonne recette du succès. Moi, je ramènerais d'abord, on a parlé des outils financiers. Je pense que les municipalités, les MRC au Québec, peuvent y mettre en place un certain nombre d'outils. Vous savez qu'on a dans nos MRC des fameux fonds locaux d'investissement, mais est-ce qu'éventuellement, on pourrait en avoir pour le patrimoine? Et là, je vois déjà, vous allez me dire, ça va s'appeler le FLIP, mais ce n'est pas l'objectif. Mais on a besoin de fonds d'investissement pour nos entrepreneurs, parce qu'en bout de piste... Pourquoi pas une campagne sur le FLIP? Une campagne sur le FLIP, peut-être. Ça pourrait être, mais au-delà de ça, surtout, ce qu'il faut ramener, c'est que les municipalités ne pourront pas acquérir tous ces bâtiments. Vous imaginez une ville comme Terrebonne devenir propriétaire de 609 bâtiments, les entretenir nous-mêmes. Et d'abord, il y aurait beaucoup trop de salles communautaires ou culturelles à Terrebonne. On est déjà bien desservis, mais c'est là qu'il faut diversifier notre manière d'entretenir notre patrimoine. Et intéresser les gens. Exactement. Et d'être eux-mêmes participants à cette protection de notre patrimoine. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des outils financiers. Moi, vous savez, dans la région métropolitaine, on fait partie des villes qui faisons la promotion pour qu'il y ait des fonds métropolitains partagés. Parce qu'à Terrebonne, j'ai peut-être besoin de plus d'argent pour protéger notre patrimoine, mais quand je protège un bâtiment à Terrebonne, ça profite aux Lavallois qui viennent, aux gens de toute la région qui viennent les découvrir. Ouais. Alors, c'est une responsabilité partagée et ça doit être un financement public partagé et pas seulement dans chacune des villes. Tout à fait. Puis on va faire du chemin sur ce que vous venez de dire aussi. Je veux juste rappeler aux participants qu'avant de passer à notre troisième et dernière question, je vous ai promis de vous garder du temps pour vos questions. Alors, vous n'avez qu'à les écrire. Vous le faites par écrit, donc dans la section « Poser une question sur la plateforme ». Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est à droite de votre écran, dans le haut, soit qu'il y a un petit signe, un point d'interrogation, ou c'est écrit « Question » ou « Posez votre question ». Et j'ai très hâte de voir vos questions après la prochaine qui sera ma dernière auprès de mes trois invités. On y a touché un petit peu, mais là, je veux vraiment qu'on plonge dans cet aspect des choses. Est-ce que c'est payant collectivement de protéger notre patrimoine? Quels sont les bénéfices pour les collectivités? Vous y avez touché un petit peu, M. Plante. Je commencerai cette fois-ci par Mme Deshommes. Dans l'ordre, ce sera Mme Deshommes, M. Plante et M. Lessard. Les avantages sont nombreux. Ils sont nombreux. Malheureusement, au Québec, on ne les a pas identifiés vraiment. Il me semble que lorsque nous entendons parler de patrimoine, malheureusement, c'est toujours une démolition, c'est toujours dans la controverse. Et on ne parle pas des bons coups en patrimoine. Où ça ne bouge pas, il ne se passe rien. Oui, je pense à une certaine la terrible démolition par abandon, là, dont on entend malheureusement souvent parler, trop souvent parler. Je pense que les bénéfices, ils sont nombreux et il faut commencer à se doter d'outils pour les identifier. Il y a une étude, par exemple, nos voisins du Sud sont très d'affaires. Hein? Ils ont publié il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques années de cela, je devrais dire plutôt, une étude qui démontre que la conservation du patrimoine est très bénéfique sur le plan financier. C'est a posteriori qu'on le voit.
Et je suis consciente qu'il y a toujours des risques dans la construction et dans les interventions sur le bâti. Mais cette étude-là est intéressante parce qu'elle a fait voir qu'un alignement de bâtiments commerciaux qui peut être constitué de bâtiments très, très, très intéressants architecturalement parlant ou moins intéressants, cet alignement-là attire les clients, attire la population. La population recherche cette expérience. Je pense que le Terrebonne est un bon cas de figure parce que la qualité de l'expérience lorsque nous allons dans le Vieux-Terrebonne qui ne se chiffre pas, mais qui, au final, doit quand même être quantifiable, si ce n'est que par l'Office de tourisme ou les personnes qui s'occupent des retombées chez les financières positives chez les commerçants. Cette étude a aussi révélé que, finalement, les petits locaux, les petits bâtiments sont importants pour offrir des bâtiments ou des espaces diversifiés, ce qui est bon économiquement parlant. Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'on n'a pas encore réussi à démontrer pour renverser cette tendance et faire voir le patrimoine autrement. Et je pense que dans les prochaines années, les gens en patrimoine, c'est des historiens, des architectes, des historiens de l'art, mais il va falloir qu'on se mette ensemble avec des économistes. C'est comme si c'était intellectuel ou d'un autre niveau, alors que c'est pourtant très terre à terre. C'est très terre à terre. C'est ce qu'on voit quand on se promène, comme je disais, en présentation de cette partie des assises. Monsieur Plante, est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est payant collectivement de protéger notre patrimoine? Assurément. Puis je pense que tout le monde, puis les gens qui nous écoutent vont répondre assurément oui à cette question. Je vous dirais d'abord, dans la majorité, sinon la quasi-totalité de nos villes, notre carte de visite, c'est notre patrimoine, c'est notre secteur. À Terrebonne, c'est le cas, mais regardez dans beaucoup de villes au Québec, la carte de visite, l'image, la perception qu'on laisse à nos visiteurs, à nos propres citoyens, c'est le patrimoine. Maintenant, notre grand défi, c'est de se doter d'une vision qui va être intégrée. Vous savez, moi, on commence à Terrebonne, on s'est donné comme mandat, oui, la citation des bâtiments, mais il faut se doter, comme quelques villes ont commencé avec une politique du patrimoine. Il faut se doter d'objectifs à court, moyen et long terme parce que, qu'on le veuille ou non, si on veut se réveiller dans 20 ans, dans 30 ans, là, il va falloir commencer dès maintenant à s'y activer et faire les investissements nécessaires. Tout à fait, parce que c'est bien important. On parle de bâtiments de patrimoine, on parle, juste le mot patrimoine, ça évoque le passé, mais c'est pour les générations futures, c'est important de le dire. Monsieur Lessard, brièvement, et les questions des participants ont commencé à rentrer, alors je vais passer aux questions tout de suite après. Il y a une littérature économique très complète sur les bénéfices économiques du patrimoine. Donc, puis ça, c'est clair, il y a des bénéfices économiques. Nous, on a eu la chance de le faire à Québec, chez Aviseo. Fait que les retombées économiques du patrimoine, c'est quasiment 400 millions de dollars par année dans l'économie. Pour Québec. Oui. Bien sûr, la part du lion vient des touristes. Mais s'il n'y avait pas le patrimoine, est-ce que les touristes viendraient? Puis là, bien, on est vraiment comme dans une estimation plancher, parce qu'on ne tient pas compte, par exemple, des visiteurs d'affaires qui vont aller au Centre des congrès. Mais est-ce que les gens iraient au Centre des congrès de Québec s'il n'y avait pas le Vieux-Québec, son secteur patrimonial? On peut se poser la question. Il y a un effet aussi, puis là, on va prendre par les sentiments des maires, mais il y a un effet positif sur la valeur des propriétés. Il y a toujours encore une littérature. Nous, on l'a testé, on appelle ça des modèles hédoniques. Là, on regarde les prix des propriétés. Puis il y avait une prime de 2 sur la croissance des valeurs dans les zones patrimoniales à Québec pour le résidentiel. Puis c'était 1,7 de prime pour le non-résidentiel. Donc, il y a une accumulation de richesses supplémentaires quand il y a un secteur qui est ciblé patrimonial. Le gouvernement aussi, ça rapporte plus parce qu'il y a une composante locale plus forte quand on parle de rénovation patrimoniale par rapport à de la construction traditionnelle, parce que souvent, il y a une composante artisanale. C'est des experts. J'ai un troisième voisin là, qui va aller travailler sur l'église Notre-Dame de Paris, parce que c'est tellement une expertise pointue. Puis ça, c'est très, 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 très local. Excusez, je suis en train de mourir. Je vais vous laisser prendre une petite gorgée d'eau. Juste aussi un effet, puis je pense que vous en avez glissé un mot précédemment, mais sur la trame urbaine, il y a des effets de halo qui sont très présents, difficiles à quantifier, mais il ne faut pas les oublier. En effet. Eh bien, période de questions. Vos questions à vous, chers participants, n'hésitez pas à les écrire sur la plateforme. La première question nous vient de Sylvain Dupuis et qui s'adresse à vous, Monsieur le maire. Vous parlez de Terrebonne, mais si on parle d'une petite ville comme Saint-Ours, par exemple, comment protéger le patrimoine si les enveloppes sont minimes et surtout le délai est trop long?
Bien, d'abord, M. Dupuis, je vais vous dire, et je l'ai dit d'entrée de jeu, à cet atelier, c'est une responsabilité qui est partagée. On ne peut pas laisser à une petite municipalité ou à qui que ce soit le poids et le poids foncier de s'occuper de la protection de notre patrimoine. Il faut absolument que ce soit partagé et c'est là qu'il faut qu'il y ait un peu plus de leadership au Québec. Il faut trouver plus d'argent. Il faut se donner des outils et des moyens financiers pour se constituer des recettes fiscales et des montants d'argent qui vont être dédiés spécifiquement au patrimoine. Et ça, pour moi, c'est nécessaire en termes d'égalité et d'équité dans le monde municipal. On ne peut pas laisser seulement aux grandes villes le soin de protéger leur patrimoine et d'abandonner les régions du Québec. Je pense que la protection du patrimoine, c'est une responsabilité qui est collective et partout sur le territoire québécois. Et c'est là que ces dépenses locales devraient être davantage assumées régionalement, sinon au niveau pan-québécois. Alors moi, je le rassure, ça a toujours été le point de vue que j'ai défendu. Excellent. Je pense que la prochaine question va être pour vous, Mme Déhomme. Denis Lapointe demande comment intéresser les plus jeunes générations à l'importance de préserver le patrimoine. Peu de jeunes semblent s'intéresser à l'histoire des débuts de notre société ancienne et moderne. Et pourquoi je dis Mme Déhomme? Tout le monde, vous pouvez tous répondre en passant. C'est juste que Mme Déhomme est prof à l'université. Je lui demandais justement avant le panel, est-ce qu'on ressent très fort le désir des jeunes de se préoccuper du patrimoine? Réponse? Oui. Oui, au moins chez vous dans votre domaine, mais pour clair. l'ensemble, oui, l'ensemble des jeunes. Je pense qu'il y a un intérêt pour le patrimoine maintenant et il est nourri par un intérêt pour l'histoire. Et comment on fait pour créer des fidèles, si on veut, à la cause du patrimoine? Bien, je pense qu'il faut les éveiller très tôt, comme moi, personnellement, je l'ai été à l'environnement bâti de façon générale, à la qualité de ce qu'on peut fréquenter au quotidien, à voir, de commencer par voir. Et c'est étonnant à quel point on ne voit pas aussi bien qu'on ne le croit. Et ensuite, c'est connaître pour reconnaître. Donc, il faut aussi comprendre ce que nous avons. Et on a, dans le passé, beaucoup comparé le patrimoine d'ici au Château de France ou aux vestiges de l'Antiquité gréco-romaine. Et ce n'est pas une comparaison qui est très usuelle de nos jours et c'est fort bien parce que à chaque collectivité, à chaque territoire, son patrimoine. Ses trésors. Ses trésors, mais aussi ses paysages dans les trésors. Et je pense qu'il faut, dès maintenant, rehausser l'intérêt de montrer, de pointer, d'apprendre, d'expérimenter, de le vivre, le patrimoine, et pas juste le feuilleter dans un livre d'histoire. Quelqu'un d'autre veut dire un mot sur les jeunes, l'intérêt des jeunes? Il y a quelques études aux États-Unis qui ont montré aussi que la réhabilitation d'actifs patrimoniaux est souvent, on utilise souvent comme stratégie d'accueillir des startups, donc de jeunes entrepreneurs. Okay. Donc, c'est une façon aussi peut-être intéresser les plus jeunes. Pourquoi pas? Des jeunes chez vous viennent vous voir? J'en ai 2 adolescents à la maison, dans ma propre maison, et je suis obligé de vous dire qu'ils s'intéressent effectivement. Partout où ils vont, ils s'intéressent. Et donc, pour moi, c'est pas une question qui est générationnelle. Aujourd'hui, que peu importe l'âge qu'on a, on s'intéresse au patrimoine. Et je pense que j'éviterais finalement ce débat. Est-ce qu'une génération ou plus s'intéresse à la protection et au patrimoine qu'on a au Québec? Moi, je pense que ça traverse les générations et c'est plutôt une responsabilité de génération en génération de se léguer un parc et un patrimoine qui est en bon état. Parce que je tiens à le dire aussi, on parlait tout à l'heure, pour moi, quand j'ai commencé la présentation en disant qu'en se promenant à travers le Québec, on est touché. Quand je dis touché, c'est vrai, comme on peut être touché par une musique, comme on peut être touché par une œuvre d'art. De voir ces splendeurs d'une autre époque, même si ce n'est pas 300 ans, ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur. La prochaine question, je pense qu'elle va être pour M. Lessard. C'est Yvon Bussière qui demande: la taxe de secteur peut-elle être un moyen de financement pour conserver un bâtiment patrimonial? Et si c'est le souhait des citoyens de ce secteur après un référendum? J'aimerais saluer mon conseiller municipal. Moi, j'aurais peur de l'iniquité parce que le patrimoine, c'est pour tout le monde, même pas juste les gens de la ville, vous l'avez dit. Donc, j'aurais peur que ce soit un peu inéquitable d'utiliser ce genre de stratégie-là.
Moi, j'ai la même réponse, c'est non. D'abord parce que la protection de notre patrimoine, c'est tout le monde qui en profite. Et parfois, ça vient enrichir les valeurs foncières d'un même secteur, ce qui fait qu'il y a un accroissement de la contribution foncière des voisins et autres. Alors, nécessairement, les voisins vont contribuer davantage par le biais de la taxe foncière. Moi, j'ai toujours dit, dans le milieu municipal, ce qui est collectif doit être payé collectivement. Alors, moi, j'ai beaucoup de difficultés à des taxes de bassin. D'ailleurs, dans ma propre ville, on est en train d'abolir tout ça, ces taxes de bassin. On est une ville et on paye tout le monde les mêmes services. On est ensemble. Quelque chose à rajouter, Mme Déhomme, à cet aspect des choses? Non, pas vraiment. Je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait un principe d'équité dans l'appartenance du patrimoine et son appréciation. On convient par contre que pour des propriétaires de bâtiments patrimoniaux, il y a un défi à l'entretien, au coût de l'entretien, et je pense qu'il y aurait lieu de réfléchir très sérieusement à des motifs pour inciter, encourager l'entretien des bâtiments. Eh bien, justement, notre prochaine question est exactement là-dessus. Jocelyne Deswart demande quand un couple est propriétaire d'une maison patrimoniale, ça coûte cher de rénover. Et c'est vrai, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Si on doit remplacer les fenêtres, on ne mettra pas des fenêtres modernes d'aujourd'hui. Il faut trouver les façons. Alors là, on revient un petit peu. Est-ce qu'on veut revenir un petit peu sur l'aspect de comment on peut aider à ce couple, par exemple, qui serait propriétaire d'une maison? Oui, je veux juste plugger un chiffre aussi après, mais c'est pour ça qu'on veut que les individus aient une aide. Donc, c'est ça la beauté du crédit d'impôt. Parce que les programmes de subvention, ça aide. Je pense qu'ils ont leur pertinence. Mais si le toit coule, bien, on ne peut pas se dire « je suis sur la liste d'attente ». Il faut faire les travaux. Puis quand on parlait, par exemple, d'un crédit d'impôt de 20 ça a déjà été un projet fédéral. Et le directeur parlementaire du budget a estimé que ça coûterait 60 millions à l'échelle canadienne. Je m'excuse, mais c'est des peanuts à l'échelle canadienne. Donc, pour moi, c'est comme pourquoi est-ce que ça se fait pas, là? Donc, c'est le genre d'aide que je pense pourrait changer la donne. À partir du moment où on en fait une priorité, ça, c'est clair aussi. Vous n'êtes pas juste municipal. C'est ça, parce que là, c'est Québec, municipalité et propriétaire. Madame Déhomme, oui. Mais je pense qu'en ces temps de surchauffe de l'industrie de la construction, c'est important aussi qu'on réfléchisse à comment l'industrie de la construction va suivre. Parce que pour l'instant, l'intervention sur le bâti, c'est d'une part les produits des grandes surfaces ou bien le travail très, très spécialisé de l'artisan. Et on sait que les artisans qui font un travail extraordinaire, et en parlons-en de patrimoine immatériel, ont encore peine à trouver leur place sur les chantiers. Ça évolue, ça s'améliore, mais c'est très petit. Entre les deux, il y a une grande zone grise où on a des produits qui sont pas toujours très intéressants et sinon, il faut aller chercher la fenêtre avec le châssis de bois qui coûte très cher. Ouais. Où est l'entre-deux? Et là, on est dans le vide, dans le no man's land, excusez-moi l'expression, et il va falloir qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Il y a tout un monde de la rénovation qui s'en vient, là, avec l'annonce, par exemple, au fédéral des milliards dans l'éco-rénovation. Le patrimoine est impliqué là-dedans. On n'en entend pas parler, mais il est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire entre le PVC et le plastique et le bois qui coûte très cher pour des bâtiments qui n'ont peut-être pas besoin d'un traitement aussi particulier comme les fenêtres de l'Hôtel de Ville de Montréal, par exemple? Quelque chose à rajouter? Sinon, il nous reste une dernière question des participants. Après ça, ce sera la fin du panel qui doit finir à 14h15. Pierre Saint-Arnaud demande, on parle beaucoup de la carotte, d'incitatif pour protéger le patrimoine bâti. Ne faudrait-il pas parler aussi du bâton, c'est-à-dire des pénalités pour la destruction ou le laisser-aller? On en est là un petit peu là, avec la nouvelle loi 69. Oui. Bien, effectivement. Moi, je tiens tout d'abord à dire, je vante les mérites de la belle ville de Terrebonne, puis c'est normal, j'en suis le maire, mais tout n'est pas parfait. Est-ce qu'on a chez nous des propriétaires qui laissent pratiquement leurs bâtiments abandonnés depuis plus d'une décennie, etc.? Ouais. Je suis obligé de dire que le contexte légal, d'abord, n'est pas le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'est ça. Mais les bâtiments ont commencé, ont commencé à être laissés aller depuis fort longtemps.
Je vous dirais quand même que pour les villes, ça peut devenir coûteux. Des fois, on se retrouve finalement à investir plus d'argent au plan légal et dans des frais d'avocat que dans l'entretien du bâtiment. Alors, ce que je dis, c'est que malheureusement, les lois, l'encadrement, la protection des propriétaires fonciers font en sorte que, comme ville, on a encore aujourd'hui des possibilités très limitées pour s'assurer de l'entretien d'un bâtiment qui, dans les faits, est laissé à l'abandon. 10 secondes, 10 secondes. L'entretien. Très important et malheureusement le parent pauvre de la conservation du patrimoine. Et M. Lessard? Ouais, bien, c'est pas mon réflexe premier, le bâton, mais peut-être que d'avoir cette petite menace-là peut donner un coup de main, là, mais je suis plus du côté des incitatifs. Prenons soin de nos trésors au Québec, c'est très important. Je pense que c'est ce qui ressort beaucoup de ce panel. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé. J'espère, chers participants, où que vous soyez, que ce panel vous aura non seulement donné le goût, mais le goût très fort de protéger les trésors du Québec, les trésors sur vos territoires pour les générations futures, mais vous aura aussi aidé à réfléchir aux moyens d'y arriver. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre très précieuse attention. À bientôt.